C'est bon, Moustapha, tu es animateur, donc j'enregistre la discussion. Tu peux partager ton document. Donc aujourd'hui, c'était l'objectif de continuer, essayer de même peut-être même de terminer le cours sur glucides. Et même si on le finit pas aujourd'hui, il faudra que vous le consolidiez bien durant cet été dans tous les cas, pour passer à la suite, puisque la suite on fera les lipides. Ok? Donc voilà, l'idée c'est d'aujourd'hui d'avancer le maximum et de pouvoir après être autonome. C'est bon, ça va? Tu peux arriver à partager ton document? C'est bon pour moi. Allez, parfait. Bon cours à tous. Et on se retrouve en présentiel la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon courage. Allez. Bonjour à tous. Donc Et juste, aujourd'hui, comme a Moustapha, dit, excuse-moi, il y a des étudiants qui arrivent en cours, tu les ouais, acceptes sur le ouais, groupe. ouais, pas de Merci souci. beaucoup. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours de glucides qu'on avait commencé la dernière fois en présentiel. Donc on s'était arrêté à cette partie-là, donc les disaccharides. Je tiens à préciser que vous pouvez me les poser soit maintenant, soit à la fin, quand vous voulez. Et moi, je vais continuer. Donc, on s'est arrêté aux disaccharides. Déjà, petit rappel du cours, je vous avais dit que les glucides, donc c'était une grande famille de molécules organiques. C'était des macronutriments, donc c'était ce qu'on retrouvait dans notre alimentation. Et ils étaient divisés en plusieurs types. Donc, vous aviez les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. Enfin, on avait plutôt dit oligosaccharides, mais ça regroupe tout ça. Donc, les di, les tri, etc. On avait vu la structure des monos avec les aldoses et les cétoses. Vous avez vu la formule chimique pour certaines d'entre elles de ces molécules qu'il fallait apprendre. Vous avez ensuite vu à la fin la mutarotation. Qui peut me rappeler, s'il y en a un de vous qui est bouillant là de le matin, qui peut me rappeler qu'est-ce que la mutarotation? C'est la cyclisation du sucre dans une solution, enfin quand il est dans une solution. Ouais, exactement. C'est la cyclisation du sucre en solution. Donc, vous avez vu qu'en général, on utilisait la formule de Fischer. Donc, on affichait une molécule de haut en bas, linéairement. Cependant, en solution, une molécule de glucide va être plus stable de manière cyclique. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que naturellement, elle va tendre à se cycliser. Et donc, en faisant cela, la molécule va avoir un changement de son pouvoir rotatoire, que vous avez vu, c'était soit dextro, soit euh, lévogir, soit dextrogir. Et nous, aujourd'hui, on va reprendre ces petites bases-là avec tout ce qu'on avait vu la dernière fois, les alpha et les bêta, vous savez, parce que vous avez des anomères, je vais juste en arrière pour vous montrer. Lorsque vous avez une molécule vers le haut, c'est un alpha, un bêta, lorsque c'était vers le bas, c'était euh, un bêta. Donc, vous avez vu que c'était en deux tiers. Lorsqu'on avait une molécule en solution, ça tendait plus vers un bêta qu'un alpha, parce que c'était plus stable. Donc, le H était beaucoup plus en haut qu'en bas. Et nous, aujourd'hui, on va reprendre ça. Donc, vous êtes tous à jour, normalement, avec la position des molécules. Donc, vous avez vu que le O, tout à droite, enfin, le carbone qui porte le OH tout à droite, c'est le premier carbone. Et celui qui est tout à gauche, c'est le cinquième carbone. Enfin, pardon, le quatrième. Et la numérotation se fait de droite à gauche, comme dans plusieurs horaires. Je dis ça parce que c'est important aujourd'hui, on va reprendre un petit peu ça, on va reprendre ça et on va le détailler. Donc, le but, c'est qu'on aille au plus loin possible. Donc, c'est pas très grave si on ne s'attarde pas sur certaines choses, c'est pas ce qui nous importe le plus. On va essayer de voir vraiment les gros trucs, pas les petits détails qui tomberont jamais. Donc, les diolocides. Je regarde juste la personne à la salle de temps, pardon. Donc, les diolocides, donc, enfin les disaccharides comportent plusieurs saccharides, donc par définition, c'est des osides. Vous avez vu que lorsque un ose est égal à monosaccharide, par contre, à partir de une liaison de deux monosaccharides, on va appeler ça un oside. Et par définition, un oside, c'est hydrolysable, c'est-à-dire que nous, dans notre corps, nos cellules de l'intestin ne vont absorber que les monosaccharides. Donc, par définition, il va falloir casser tous les autres. Donc, si vous apportez du glucose, il va falloir l'apporter. Si ce matin, vous avez fait le petit déjeuner, vous avez bu du lait, vous avez vu que le lait contient du lactose. Le lactose, on va le voir après, c'est un
disaccharides, il va falloir que votre estomac le digère, le casse en deux, pour ensuite pouvoir digérer les monosaccharides qui contiennent le lactose. Donc, on va pouvoir le casser par hydrolyse. Donc, hydrolyse, c'est-à-dire qu'on va apporter une molécule d'eau, donc hydro, et lyser. Lyse, ça veut dire casser. On va voir casser quoi? On va voir comment se forme la molécule, comment se forme la liaison entre les saccharides. Donc, on appelle ça une liaison oxydique. Donc, liaison oxydique, on va voir comment elle se forme et comment on la casse. Donc, c'est l'association de deux ou plusieurs oses qui peuvent être différentes par une liaison oxydique. Donc, diolocide. Et diolocide, il y en a trois importants dans ce cours à prendre. Le maltose, donc, c'est une molécule d'origine végétale. Le lactose, que vous doutez peut-être, mais c'est celle qu'on retrouve dans le lait. Et le saccharose, il est aussi appelé sucre de table, donc c'est ce que vous appelez communément sucre. Donc c'est le saccharose. La liaison oxydique, donc ça c'est important à comprendre. Euh, la liaison, par exemple, je vais vous dire, le maltose, vous êtes d'accord avec moi que le maltose c'est un diolocide. Donc comme tout diolocide, il va avoir une liaison entre un monosaccharide avec un autre monosaccharide. Par contre, il va y avoir une chose à apprendre. C'est la position de la liaison. Pour chaque molécule, enfin les trois là que vous voyez sous vos yeux, les maltose, lactose, saccharose, il va falloir apprendre la liaison entre la liaison oxydique avec entre quel carbone va se faire des deux monosaccharides. Par exemple, vous avez ici une liaison. Regardez, deux monosaccharides, ok? Vous avez à gauche le monosaccharide qui va lier le OH de son carbone numéro 1 avec le OH de son carbone numéro 4. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une élimination de la molécule d'eau, donc il y a H2O qui va partir, et le O va faire un pont entre les deux molécules. Donc, ça va être un pont et on va appeler ça une liaison oxydique. Donc, pour ceux qui connaissent la formule chimique, une liaison oxydique, c'est un hétéroxyde. Donc, une molécule enfin, un atome d'oxygène entre deux carbones. Et là, regardez, le résultat, c'est celui-là. Notez une chose, c'est que le glucide qui est à gauche, il est comment là? Il est alpha ou bêta? Il est cyclisé. Bêta? Exactement, il est bêta. Et il est au niveau du carbone 1. Et le deuxième carbone avec lequel il va se relier, ça va être le carbone 4. Donc, cette liaison-là, certes, c'est une liaison oxydique, comme il pourrait y en avoir des milliers, sauf qu'on va la caractériser du coup par ce nom-là. On va dire que c'est une liaison bêta, 1, 4, etc., avec le nom de la molécule. Ok, donc c'est ça qu'il va falloir apprendre. Par exemple, si la molécule de OH à gauche, là, sur le carbone numéro 1, était à gauche, on aurait dû appeler ça un alpha, un 4. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, Est-ce que vous pouvez répéter ça? ouais, pas de souci. Donc, nous, on a vu ce que c'était que des monosaccharides. Ok, on avait vu qu'un monosaccharide, par définition, c'était un polyol, donc une molécule qui contenait plusieurs molécules d'alcool et une fonction cétone ou aldéhyde. Ok, ces monosaccharides-là, ils vont pouvoir se lier entre eux pour former des disaccharides ou peut-être des trisaccharides ou des oligosaccharides plus nombreux ou des polysaccharides de plusieurs milliers de monosaccharides. Comment est-ce que se fait cette liaison entre les monosaccharides? Elle va se faire par un type de liaison qu'on appelle la liaison oxydique. La liaison oxydique, en quoi elle consiste? Ça va être une liaison qui, comme son nom l'indique, va lier plusieurs oses pour former du coup des oxydes. Et comment elle se fait? Elle va se faire par une liaison entre les OH des deux molécules, des deux glucides si vous voulez. Donc, comment ça va? Vous allez avoir, par exemple, pour cette molécule, le carbone 1 qui va apporter son OH, qui va aller se relier avec son carbone 4 directement avec le OH. Et il va y avoir une élimination de OH et de H. Donc OH plus H, ça fait H2O. Donc il va y avoir une élimination de la molécule d'eau. Et il ne va rester que la molécule d'oxygène, pardonnez-moi, l'atome d'oxygène. Et par définition, ça, c'est une fonction chimique particulière qu'on appelle un hétéroxyde, que vous avez dû voir en terminale normalement. Et donc, à la fin, il va rester ça. Est-ce que pour l'instant, tu comprends juste le procédé? Oui, oui, ça oui. Ok. Maintenant, cette liaison oxydique, on va lui donner un nom.
OK? Le nom, il va s'appuyer sur la forme des deux monosaccharides de base. Donc, le monosaccharide à gauche de base, il était comment? Ben, il était bêta. OK? Donc, il est bêta. Après, celui à droite, on s'en fout. S'il est alpha ou bêta, on s'en fout. On ne compte pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui de gauche. Comme il est alpha ou bêta, il va apporter son OH numéro 1 et qui va se relier au OH numéro 4. Et donc, les deux vont faire une liaison aussi. Le nom de la molécule, ça va être une bêta, parce qu'à gauche, c'était bêta, 1,4. C'est bon? Oui, ok, ça marche, merci. Enfin, il y a juste la personne dans la salle d'attente. Non, c'est bon. Donc, pas se fait entre le H, ouais, ça on s'en fout. Du fait de la liaison, ça on s'en fout. Pour cela, la liaison est stable en milieu alcalin et peut être facilement clivée lors d'une réaction d'hydrolyse acide ou d'hydrolyse enzymatique. Donc, il faut retenir que celle-ci porte une certaine stabilité qui, si la molécule retrouvée en milieu acide disparaît. Donc, il faut s'imaginer, par exemple, que comme dans l'estomac qui est très acide, la molécule va se casser très facilement avec l'acidité. Le maltose. Donc, là, on va avoir une suite de molécules. Donc, on avait vu le maltose, lactose et le saccharose. Et puis, vous allez voir que pour les polysaccharides aussi, il va y avoir quelques petites molécules à prendre. Donc, ça, c'est des choses qui tombent en anal au concours. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est juste les trucs qui vont tomber, les trucs qui tombent tout le temps, genre tous les ans et qui sont à apprendre. Pour chaque molécule, il va falloir apprendre le nom de la liaison. Donc, si c'est un alpha ou un bêta, si c'est un alpha 1,4 ou un bêta 1,6 et tout. Et quels monosaccharides vont la composer. Par exemple, le maltose, c'est formé de deux molécules de glucose qui vont se relier par un alpha 1,4. Et la molécule qui va hydrolyser ce maltose-là, ça va être la maltase. Vous savez tous que lorsqu'on va ajouter un ase à la fin d'un mot, le suffixe ase à la fin d'un mot, c'est pour indiquer que c'est une enzyme. Donc la maltase, c'est une enzyme qui casse le maltose, qui est un glucide. OK? Donc la maltase, elle va aussi avoir un autre nom. Le nom, il va s'appuyer sur le nom de la liaison. Et en reprenant le nom de la liaison, on va trouver la alpha 1,4 glucosidase. C'est uniquement ça, on va dire, entre guillemets, qu'il faut apprendre. Le reste, c'est que du blabla, c'est pas très important. Le lactose, ça, c'est des nouvelles informations qui ont été ajoutées cette année de 2024. Donc le lactose, euh, ça va être une liaison bêta 1,4. Là, on vous donne juste des petites valeurs pour vous dire la concentration de lactose dans le lait, lait humain et les vaches. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit formé d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose qui sont reliées entre eux par du bêta 1,4. Vous avez vous pouvez peut-être vous demander si forme les bêta des galactose et le alpha des glucose. Euh, je dis que oui, il faut. Ok. Ici, si vous avez cette image en tête, vous avez besoin d'apprendre des choses par cœur. Donc, regardez, ici, il faut juste apprendre que le lactose, c'est un glucose plus un galactose. Ben, c'est parce que enfin, j'ai fait le raisonnement inverse. C'est parce qu'on a un glucose qui est lié à un galactose que ça va former le lactose. Ok. Donc, voilà. Là, vous avez à gauche euh, votre galactose, à droite votre glucose. Le carbone numéro 1 du galactose va se relier avec le carbone numéro 4 du glucose par une liaison hétéroxyde. Ça va être une liaison bêta parce que à gauche, le galactose va être bêta vu que il est en haut, le OH. Et euh, le D-galactopyranose et le D-glucopyranose, c'est normal parce que, enfin, on avait vu la dernière fois comment deviner si c'était D ou L avec la projection de Haworth. Il faut regarder euh, le OH s'il est à droite ou à gauche, et là vous allez pouvoir le deviner. Donc ici, ce qu'il faut apprendre, c'est ça, c'est juste la liaison entre le 1 et le 4, et vous êtes bon pour le lactose. Après, le reste, c'est pas très important. Et donc, la molécule qui va liser ce lactose, ça va être la bêta 1,4 euh, galact- galactosidase.
et pas glucosidase. Ok? Donc, c'est un piège qui peut tomber, qui tombe souvent et qui, au concours, peut aussi tomber, du coup. Intolérance au lactose, qu'est-ce que c'est? Bon, l'intolérance, vous savez tous que l'intolérance, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas la même chose qu'une allergie. Une allergie, par définition, c'est lorsque le système immunitaire est hypersensible, c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité, et il va s'attaquer de manière beaucoup trop exagérée avec une molécule exogène. Ça, c'est la définition d'une allergie. C'est lorsque le système immunitaire, en gros, retenez que l'allergie, c'est lorsque le système immunitaire s'active. Une intolérance au lactose, donc comme la plupart des personnes, vous savez tous que les personnes âgées ou à partir les personnes adultes, lorsqu'elles boivent du lait, elles vont dire elles le tolèrent pas. Ça, c'est à cause de l'épigénétique que vous allez revoir dans les cours d'ADN. Mais qu'est-ce qui se passe en gros? À un moment de leur vie, les personnes âgées, elles vont arrêter de produire la lactase. Donc, si on n'a plus de lactase, on ne peut plus hydrolyser le lactose. Et donc, si on ne peut plus hydrolyser le lactose dans le ventre, il va y avoir une réponse, enfin une intolérance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir mal au ventre, il va y avoir une irritation du côlon, etc. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Production, voilà. C'est pour ça, par exemple, que vous avez dans certains laits, des laits qui présentent déjà des lactases dedans. C'est-à-dire que le lactose il est déjà coupé pour les personnes âgées. Donc, l'hydrolyse enzymatique. L'hydrolyse, comme elle se fait dans le ventre, bien sûr, on parle là de la digestion. Donc, comment on va casser les molécules dans le ventre? Bah, vous allez avoir des enzymes qui vont le faire. Donc, vous avez vu, par exemple, le nom de la maltase, qui était la alpha-1,4-glucosidase. Bah, c'est pareil pour toutes les autres molécules. Pour l'amidon, vous allez avoir les amylases, enfin les alpha-amylases, qui en vérité correspondent à des alpha-1,4-glucosidases, parce que l'amidon, c'est des liaisons alpha-1,4 entre des glucoses, des enzymes débranchantes alpha-1,6. Ça, c'est juste pour vous montrer en gros les enzymes qu'on a dans la salive et dans le suc gastrique. Tous les polyocides vont être dégradés en monosaccharides. Donc ça, c'est une phrase très importante à retenir. Ça tombe tous les ans, je crois. C'est une phrase qui veut dire qu'en gros, on ne peut pas absorber de molécules plus grosses qu'un monosaccharide pour les glucides. Donc, on ne peut absorber que des monosaccharides. Il va falloir tout casser. Sauf qu'on n'a pas des enzymes pour tout. Par exemple, pour la cellulose, c'est peut-être ce que vous l'avez peut-être vu en SVT, mais la cellulose, ça va être un polysaccharide de structure qui va servir de structure de maintien et de protection pour les plantes. Ok. Donc les tiges dans les plantes, etc., ce que vous voyez dans les plantes, ça va être la cellulose. Nous, la cellulose, on ne peut pas la digérer. Donc, on n'a pas l'enzyme pour la digérer et elle sera éliminée sans être digérée, du coup. Et ça va être, je ne sais pas si c'est dit dans ce cours, mais en gros, ça va servir de fibre alimentaire. Les enzymes impliquées dans la dégradation. Bon, ça, c'est une petite diapo du prof pour expliquer. Ça, c'est une nouvelle diapo, mais je ne la connais pas. C'est pas très important en tout cas. Les polysaccharides. Donc, polysaccharides, par définition, c'est des oses qui sont formées de plusieurs dizaines, voire centaines, alors que oligo, c'était juste quelques-uns. Donc, un, 2, 3, 4, etc. Vous allez avoir les polysaccharides, comme pour les disaccharides, vous allez avoir les homo et les hétéros polysaccharides. Donc, les homopolysaccharides, ce sont des saccharides qui contiennent uniquement des sucres, alors que des hétéros, c'est des saccharides qui contiennent plusieurs molécules de sucre, mais qui est associée à une molécule différente de glucides, donc par exemple à des protéines ou à des lipides, etc. Donc, il existe plusieurs types de polysaccharides. Vous allez avoir les polysaccharides de réserve, c'est-à-dire ceux qui vont nous servir pour manger, pour stocker l'énergie dans le corps. Donc, chez nous, dans les muscles, ça va être du glycogène, mais chez les plantes, chez les végétaux, vous avez vu par exemple euh, en SVT, pour ceux qui l'ont fait enfin, les TP, vous avez fait en SVT en seconde ou en première, etc., avec les tubercules de pommes de terre que les végétaux s'étaient remplis de amidon. OK? Mais pour que ce soit pour le glycogène ou pour l'amidon, on a les enzymes pour les hydrolyser. Donc, qu'on mange des muscles d'animaux, donc de la viande, ou qu'on mange de la salade, on va tout de même pouvoir hydrolyser les deux et faire en sorte que ça se transforme en glucose. Donc, l'amidon, c'est un polymère insoluble dans l'eau froide. Il est retrouvé dans les tubercules de pommes de terre, dans le manioc, les graines de céréales. Il est issu de l'association de l'amylose et de l'amylopectine.
Donc, on va le voir juste après. Mais en gros, il faut s'imaginer que l'amidon, c'est une molécule qui est comme ça, en gros. Elle a une grosse chaîne qui est cyclique et il va y avoir plein de ramifications dessus. OK? Et la chaîne qui est cyclique, enfin, la très longue chaîne linéaire, va avoir un petit nom différent de ce qui est ramifié. Il va falloir apprendre les liaisons pour les deux. Polysaccharide de structure, la cellulose, vous l'avez vu, c'est la molécule la plus riche dans le monde végétal, mais ça, c'est pas très important, et la chitine. La chitine, c'est ce qui va former du coup, la carapace de certains arthropodes. Les arthropodes, en gros, c'est les insectes. Donc, vous avez déjà vu, par exemple, les insectes, je sais pas moi, les cafards qui vont avoir une surface externe euh, très dure, très kératinisée. Ben, c'est eux les arthropodes. Les homopolysaccharides. Un homopolysaccharide, c'est constitué donc uniquement de glucides et vous allez avoir dans ceci l'amidon, le glycogène, la cellulose. Glycogène, je vois que c'est passé au gris. Ça veut dire que cette année, ça n'a pas été traité. Le prof ne l'a pas fait en cours. Donc, si le prof n'a pas fait en cours, on ne va pas le faire parce que ça ne tombera pas en annales. Si vous voulez quand même le faire, parce que peut-être que cette année, il peut le remettre au programme. Donc, si vous voulez l'apprendre dès maintenant, euh, ce que vous pourrez apprendre, c'est juste le alpha 1,4. Donc, vous allez avoir des liaisons alpha 1,4 pour le glucose. Regardez. Là, à gauche, le OH, il est en bas, donc c'est un alpha. Et ça se fait entre le carbone numéro 1 du glucose à gauche et le carbone numéro 4 du glucose à droite. Donc, c'est un alpha 1,4. Euh, Ça, j'ai pas l'impression que c'est la même chose, hein. Ouais, voilà. Les branchements sont plus répétitifs. Donc, le glycogène, même si c'est pas au programme, on va juste. Enfin, moi, je pense que le prof va le remettre cette année. Il l'a pas mis juste parce il avait pas le temps. Mais je pense que cette année, il va le remettre. Donc, on va juste le faire en deux-deux. On va pas lire tout le paragraphe en gris parce que c'est inutile, mais juste faire ça parce que, en plus, ça ressemble énormément avec l'amidon qu'on va revoir après. Donc, le glycogène et l'amidon, ils présentent en gros les mêmes liaisons. OK? Donc, c'est les mêmes liaisons, sauf que c'est quoi la différence entre le glycogène et l'amidon? C'est une différence de condensation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être plus riche en ramifications. C'est quoi une ramification? Donc, vous avez vu qu'il y avait une chaîne linéaire de alpha 1,4 et de temps en temps, donc tous les 20 glucoses, vous allez avoir ici une ramification qui va se faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du carbone numéro 6, ici, c'est le carbone numéro 6. OK, donc là, enfin, vous avez le 4 ici, là. Ici, c'est le 4. Et là, c'est le 5. Et lui, c'est le 6. Bon, on voit très mal là, c'est pixelisé, mais en gros, c'est ça. Donc, ce carbone numéro 6, il va se relier avec un glucose et du coup, ce glucose, lui, va continuer sa ramification. Et donc, c'est ce qu'on appelle par définition une ramification, c'est lorsque vous avez une chaîne linéaire et qu'à cette chaîne, il va y avoir euh, des molécules collatérales qui vont naître. Ça, c'est la structure du glycogène. L'amidon, c'est pareil. Vous avez une grosse chaîne linéaire de alpha 1,4 et de temps en temps, vous allez avoir des ramifications. Donc, les ramifications, c'est alpha 1,6 et la molécule linéaire, c'est alpha 1,4. Il faut apprendre ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait dit que dans la salive, on retrouvait des alpha 1,6, alors que je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Maintenant, vous savez pourquoi il y a des alpha 1,6 glucosidates dans la salive. Parce qu'on va avoir besoin de tout casser, que ce soit pour les alpha 1,4 ou pour les alpha 1,6. Donc, les alpha 1,6, elles vont casser les ramifications. La glucose, ça, c'est une nouvelle partie, mais c'est pareil que les autres, donc c'est un bêta-D-glucose, donc c'est un D-glucose qui va être relié par un bêta 1,4, là où vous avez la molécule, et il n'y a pas plus de choses à apprendre pour la cellulose. La chitine, maintenant, je crois, ils mettent même plus les molécules, maintenant c'est juste à apprendre. Donc la chitine, c'est formé d'un bêta 1,4 et c'est une molécule qui va être reliée par du N-acétyl-bêta-D-glucosamine et du D-glucosamine. Donc pour les deux, c'est des glucoses. OK? Sauf qu'il y en a un où c'est un glucose dérivé et l'autre, c'est juste un glucosamine. Euh, Ça sert à rien d'apprendre le nom des molécules pour l'instant. Il faut juste retenir que la chitine, donc ce qui va former la carapace des arthropodes, ça va être formé de bêta 1,4. Donc bêta, c'est que c'est au-dessus, et 1,4.
et ça va être formé entre deux glucoses, donc un acétylbêta-déglucosamine et des glucosamines. Donc, il est retrouvé dans les mollusques, comme je vous l'avais dit, les arthropodes, les champignons, etc. Tout ce qui va avoir une carapace, quoi, une coque. Euh, les hétéropolysaccharides. Donc, hétéropolysaccharides, il y a il y a plusieurs types de hétéropolysaccharides, dont les glycosaminoglycanes. Alors, les glycosaminoglycanes, c'est une classe de molécules très importante que vous allez beaucoup revoir dans votre année de passe, surtout au second semestre. Il va y avoir tout un tas d'explications sur ça. Mais en gros, les glucosaminoglycanes, il faut retenir que c'est du coup des hétéropolysaccharides. Et comme leur nom l'indique, ça va être des glucosamines glycane. Donc, glycane, euh, pourquoi on appelle ça comme ça? Vous allez revoir après. Donc, ce sont des polyosides qui sont très hétérogènes. Vous allez revoir la composition. C'est une molécule très importante, le glucosaminoglycane. Et parmi les glucosaminoglycanes, il y a plusieurs classes de molécules. Ok. Donc, les GAG, donc les glucosaminoglycanes, c'est une famille qui va contenir plusieurs molécules. Ce sont des hétéropolysaccharides linéaires à longue chaîne présents. Donc, linéaire, c'est très important. Si vous écrivez au cas en ce moment, je vous conseille de le noter, de l'écrire ou quoi. C'est un piège qui tombe souvent. Hétéropolysaccharide qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de ramification comme pour le glycogène ici où vous avez des alpha 1,4 et parfois vous avez du alpha 1,6. Non, là, c'est vraiment linéaire, pas de ramification. Il y a il est formé de la polycondensation d'un osamine, donc osamine et d'acide glucuronique. On a vu la dernière fois ce que c'était qu'un acide glucuronique, c'était un glucose qui était oxydé. Présente cinq grandes familles qui sont à prendre. Euh, L'héparine, l'acide hyaluronique, c'est deux plus importantes pour ce cours. La chondroïtine sulfate, dermatane sulfate et kératine sulfate. Ça, c'est pas important. Si vous voulez apprendre le nom, faites-le, grand bien vous fasse, mais c'est pas important. Les GAG sont présents dans tous les tissus, donc ils jouent des rôles très importants. Ils servent à l'hydratation, lubrifier, maintenir l'organisme dans un bon état. En gros, les GAG, il faut comprendre que c'est des grosses molécules qui sont chargées très négativement. Donc, si elles sont chargées négativement, c'est des grosses molécules, elles vont être très riches en eau. En fait, elles vont piéger ne serait-ce que par leur forme, par leur euh, encombrement stérique, une molécule qui va piéger beaucoup de molécules d'eau. Donc, lorsqu'elle va piéger des molécules d'eau, ces molécules qui va grossir, qui va prendre énormément de place. Et donc, si je mets des glycosaminoglycanes dans une solution, je vais la rendre je vais l'hydrater. Donc, c'est utilisé pour lubrifier et pour hydrater les glycosaminoglycanes. Parce que quand je vais les mettre, ils vont capter beaucoup de molécules d'eau, donc ils vont enrichir le milieu en molécules d'eau. Et donc, si je l'enrichis, bah, je l'hydrate. Les maladies qui sont associées à, à- au, à une accumulation de GAG dans le corps, parce que peut-être que, imaginez-vous que si vous n'avez pas l'enzyme pour couper les GAG, pour les renouveler, faut vous dire que vous produisez des GAG constamment dans les articulations, par exemple. Donc, si vous n'avez pas de enzyme pour casser les anciens GAG et du coup apporter les nouveaux, les anciens comme les nouveaux vont s'accumuler dans les tissus et dans les articulations. Et ça va créer une maladie qu'on appelle la mucopolysaccharidose de type 1. C'est pas très important pour l'instant. Vous allez surtout revoir au S2, mais là, il faut juste retenir qu'une accumulation de GAG, ça donne une mucopolysaccharidose de type 1. Ils sont constitués du coup d'une chaîne linéaire. On avait dit que c'est d'un osamine et d'un acide glucuronique. Mais là, on le spécifie un petit peu plus. Donc, l'acide glucuronique, en l'occurrence, c'est un acide hexuronique. Ça veut dire que c'est un acide glucuronique qui a 6 carbones. Et l'osamine, c'est un ose. Donc, c'est un acétylhexosamine. Donc, ces molécules euh, dont on ne va pas spécifier la nature dès maintenant. Donc, ils sont reliés en fait, il faut comprendre que les gags, c'est des motifs de molécules. Donc, vous allez avoir le motif élémentaire qui va être composé de deux molécules différentes et ce motif, il va se répéter 50 000 fois. OK? Donc, vous allez avoir 50 000 fois un acide hexuronique qui va être relié à un N-acétylhexosamine. La liaison entre l'acide hexuronique et le N-acétylhexosamine, c'est un bêta N3. Et ensuite, lorsque ces motifs de deux molécules seront formés, il va falloir relier tous les 50 000 motifs entre eux. Et cette fois-ci, la liaison, elle va être formée d'un bêta 1,4, d'une liaison de type oxydique bêta 1,4. Donc, ils sont soit libres, soit liés de manière covalente à un noyau protéique.
Comme on l'a dit, c'était des hétéropolysaccharides. Donc, c'est pour ça qu'on les classe dans les hétéropolysaccharides. Ils peuvent être reliés la plupart des fois à des protéines de manière covalente. L'acide hyaluronique, donc hyaluronique, c'est, comme son nom l'indique, le plus simple des gags, c'est une chaîne linéaire non ramifiée. Et le motif de acide hexuronique et de N-acétyl-bêta-D hexosamine est répété 50 000 fois. Donc, vous avez ce motif, comme ça, où là, la liaison, elle est bêta 1,3. Vous voyez ici que le bêta, il est en haut, et une liaison hydroxyde, et ça va jusqu'au carbone 3. Donc là, vous avez vos deux molécules qui vont être reliées. Et ça va se répéter 50 000 fois. Et entre chaque unité, il va y avoir ici une liaison bêta 1,4. Donc bêta parce que c'est en haut ici, et le 1 et le 4. Je regarde juste si la personne dans la salle d'attente. Donc, ici, si vous voulez ne pas la prendre, c'est pas très grave. Ok, le reste, on n'est pas, enfin, il n'y a pas énormément d'importance. Je vous ai dit ce qui était important. L'acide hyaluronique, peut-être que vous en avez déjà entendu parler comme étant un produit de cosmétique ou quoi, mais l'acide hyaluronique, c'est un gag. Et donc, comme tout gag, sa fonction, c'est de lubrifier les molécules dans la matrice extracellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, c'est des molécules. Enfin, un gag, par définition, c'est un polysaccharide. Donc, comme tout polysaccharide, il est très polaire. Donc, il est très riche en molécules qui vont attirer les molécules polaires. Mais quelle molécule il va attirer? Regardez, l'acide hyaluronique, donc c'est un gag qui va contenir de l'acide euh, glucuronique. Donc, l'acide glucuronique, vous avez vu, c'était un des deux composants du disaccharide qui va former l'unité de base des gags. Et cet acide glucuronique, bah, c'est un acide carboxylique. Et comme tout acide carboxylique, il va y avoir un COOH. Et le COH, vous avez vu que c'est une molécule qui perd rapidement son H pour devenir négative. Donc finalement, les GAG, c'est des molécules qui sont négatives, très chargées négativement. Et imaginez-vous qu'il y en ait 50 000, donc c'est des molécules qui sont très chargées négativement. Et donc, si elles sont très chargées négativement, elles vont beaucoup attirer les molécules d'eau de leur côté polaire, enfin, électropositif, avec le O qui a de charge delta plus. Et donc, il va y avoir une hydratation. Donc, si je mets de l'acide hyaluronique dans les tissus de quelqu'un, donc c'est des injections qu'on fait d'acide hyaluronique, celui-ci va capter les molécules d'eau avec ses côtés négatifs, ils vont euh, hydrolyser, enfin, pardonnez-moi, pas hydrolyser, ils vont lubrifier, ils vont hydrater le tissu. L'enzyme qui hydrolyse l'acide hyaluronique, c'est naturellement la hyaluronidase. Donc, la hyaluronidase, c'est une bêta 1,4. C'est-à-dire qu'elle va casser les molécules entre les motifs. Euh, Ici, on parle de la mucopolysaccharidose de type 1. Il faut juste retenir que c'est une maladie rare, mais bon, on s'en fout, le reste, je vous l'ai dit. Maintenant, les glycoconjugués, c'est quoi? C'est des molécules de glucose enfin, de glucose ou autre, hein, de glucides en général, qu'on va relier à des molécules, à d'autres types de familles. Par exemple, les protéines et les lipides. Les glycolipides interviennent au niveau des phospholipides membranaires qui permettent de donner les déterminants hygiéniques du groupe sanguin ABO. Donc, sur les globules rouges, les cellules du sang, il va y avoir des antigènes. Ces antigènes, c'est eux qui vont donner le groupe sanguin ABO. Ok, vous savez tous qu'il y a des grandes familles de phénotypes de groupes sanguins. Et c'est fait par quoi? C'est fait par des glycolipides à la surface de la membrane des globules rouges. Les glycoprotéines, c'est du coup des hétéroprotéines. Les hétéroprotéines, on va le revoir dans le cours de protéines, mais c'est du coup, comme son nom l'indique, c'est pas très compliqué à deviner, c'est des protéines qui ne sont pas formées que de protéines. Ça va être formé aussi d'autres types de molécules. Donc, en l'occurrence, ici, c'est formé avec un glucose. C'est lié de façon covalente. Euh, et ça va se faire avec des oligosaccharides ou bien des glycanes. C'est pas très important le reste. Enfin, j'ai pas le mal au souvenir que ce soit tombé une seule fois en anal, donc c'est pas, on va pas s'attarder dessus. Il existe deux types principaux. Il existe deux principaux types de liaisons covalentes protéines-glycanes.
Vous savez que les molécules avec... euh, vous avez fait le cours de protéines ou pas? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont fait avec les acides aminés, etc.? Oui ou non? Oui, je crois qu'on l'a fait, oui, pendant les vacances. Ok, ok, bah, parfait alors. Vous avez vu alors que les acides aminés sont des molécules qui, par définition, vont contenir des amines et des acides carboxyliques. C'est des molécules qui vont être très riches en azote et en oxygène. Et c'est eh bien, c'est sur ces oxygènes-là et c'est sur ces azotes-là que vont s'ajouter les molécules de glucose. Donc, imaginez-vous que pour une raison X ou Y, j'ai besoin de ajouter une molécule de glucides à la surface d'une protéine. Je veux la faire où? Je veux la faire sur le N ou sur le O. Et donc, enfin, déjà pourquoi? Parce que c'est des molécules qui sont très réactives, elles sont très électronégatives, donc elles vont bien réagir avec ma molécule de glucose, par exemple. Donc ça va se faire sur le N ou sur le O. Et donc là, on crée deux classes, on crée deux groupes. On crée les molécules enfin, les protéines qui vont être euh, à lesquelles on va ajouter le glucose ou les glucides de manière générale sur les azotes. Donc là, on appelle ça une liaison N-oxydique. Donc N pour l'azote et oxydique, parce que c'est avec le ose, soit sur des oxygènes. Et donc là, ça va être des liaisons O-oxydiques. Et en l'occurrence, vous avez vu que pour la série natriadenine, ça pouvait se faire sur le O. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez du cours, mais on en parlait. La liaison N-oxydique qui se forme entre la formation d'azote, bon, ça on s'en fout, c'est pas très important. Tout ça pour comprendre qu'en gros, une protéine, lorsqu'elle est produite, elle ne reste pas sous forme protéinaire. Ok. Donc, les protéines, elles ont besoin d'aller subir des modifications post-traductionnelles pour affiner leur activité. Donc, vous allez revoir avec la biologie cellulaire au second semestre, mais une protéine, elle va avoir plein d'étapes où elle va se transformer. Et une de ces transformations, c'est l'ajout de molécules de glucides à leur surface. Et donc, de manière générale, il faut savoir que l'ajout de manière de glucides aux surfaces des protéines se fait de deux manières, soit de manière O, soit de manière N. Puis vous allez voir au second semestre en biologie cellulaire qu'il y a aussi une troisième manière, mais qui est beaucoup plus anecdotique. La plus importante d'entre elles est la liaison O-oxydique, qui est énormément présente dans la nature. C'est bien évidemment catalysé par des enzymes. Quelles sont les enzymes qui transfèrent les glucides sur les protéines? Ben, ça va être des glycosyl transférases. Là, vous avez une petite liste de molécules de glucides que l'on retrouve fréquemment dans les glucuronconjugaisons. C'est pas important de les apprendre, mais en gros, il faut retenir que ces 8 types de molécules, c'est eux qui vont nous servir de conjugaison avec les molécules de protéines. Ne les apprenez pas, hein. Donc là, on va voir la maturation des protéines. Donc ça, en vrai, je vous le fais en... Bon, je vais le faire en deux-deux, parce que là, le passage, il est mal expliqué. Donc, je vais le faire moi. Bon, vous avez votre cellule, vous avez votre noyau, OK? Vous avez vu que dans le noyau, il y a de l'ADN. Enfin, vous avez vu d'abord une cellule. Une cellule, c'est formé de enfin, une cellule, par définition, c'est une membrane cytoplasmique avec un cytoplasme. Dans le cytoplasme, il va y avoir un noyau. Ce noyau, c'est ce qui va contenir l'ADN. L'ADN, il va transcrire, transcrire ces gènes en ARN. L'ARN, il va sortir et il va se traduire en protéines. OK? Ces protéines, elles vont rentrer dans le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, en gros, vous allez avoir votre protéine. Donc là, imaginez-vous que vous avez votre petit ARN qui sort, il est transformé en protéine par des ribosomes, donc une suite enfin une chaîne de protéines. Cette chaîne de protéines, elle va rentrer dans le RE. Dans le RE, il va y avoir quelques petites modifications post-traductionnelles. Cette modification, bah, ça peut être par exemple des glucosylations. Ok. Donc, je vais ajouter mon glucose ici. Je mets un G pour glucose. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer par définition? C'est le flux membranaire vectoriel et permanent. C'est en gros comment ça se forme. C'est comme une fabrique dans une usine. Vous avez d'abord l'assemblage dans une usine. Vous avez plein de suites d'étapes qui s'enchaînent. Et c'est pareil pour toutes les pour tous les objets. Donc, si c'est pareil pour les protéines.
Vous avez la protéine qui commence au niveau du cytoplasme, elle rentre, ensuite elle va dans le RE, ensuite elle fait quoi? Elle va dans le Golgi. Donc le Golgi, c'est un deuxième organite. Et dans le Golgi, il va y avoir la modification de cette glycosylation pour X ou Y raison. Ok, le glucose que j'ai ajouté dans le RE, il va changer. Et cette protéine va encore subir des maturations là-dedans. Et ensuite, bah, elle va être envoyée à l'extérieur donc pour faire son rôle dans la matrice extracellulaire. C'est pas vrai pour toutes les protéines. Il y a des protéines qui sont destinées à rester dans le cytoplasme. Mais là, par exemple, pour la molécule de GAG, c'est le cas. Ok. Donc là, j'espère que vous avez compris. Je vous ai épargné le passage chiant à lire. Donc, quelques aspects métaboliques. Il faut savoir que le cours il est divisé en deux grandes parties. Le cours de glucides, il est fait en 4 heures, ça je vous l'ai dit, et il est fait de manière à ce que la première partie, ce soit plutôt une partie dédiée à la structure des glucoses, enfin des glucides. On va comprendre qu'est-ce qu'un glucide, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se relier, etc. La deuxième partie du cours, donc vous allez refaire après la première, normalement le jour après, okay, il mettrait un jour d'intervalle, mais peut-être que ça changera. La deuxième partie, ça sera une partie dédiée au métabolisme des glucides. Donc, nous, on va se concentrer sur le corps humain et on va voir comment on va pouvoir utiliser ces glucides à notre avantage. Vous savez que les glucides, c'est une grosse part importante de nutrition. En général, on dit que lorsque vous mangez une assiette, il faut que la moitié du poids de votre assiette, donc si vous mangez 100 grammes de pâtes, il faut qu'il y ait 50 grammes de glucides à l'intérieur. Donc, il faut que dans votre alimentation, vous ayez 50% du glucide dans votre alimentation. Donc, vous voyez que c'est une grosse part de l'alimentation. On va voir comment ça va être utilisé. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de glucides? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de glucides pour ceux qui l'ont vu? Pour avoir de Monsieur. l'énergie, C'est ça, exactement. Donc, pour faire la respiration cellulaire, nous, on a besoin de bouger. Là, vous êtes sûrement en position statique, en train de regarder ou en train de bouger ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, quoi que vous soyez en train de faire, vous êtes en train d'utiliser de l'énergie, que ce soit pour bouger, donc pour contracter les muscles et les relâcher, que ce soit pour les muscles posturaux, donc les muscles de votre cou pour tenir votre tête droite, les muscles de votre dos pour tenir votre dos droit, etc. Donc, dans tous les cas, vous êtes en train d'utiliser votre énergie pour une action. Mais il n'y a pas que les muscles, hein. Il faut savoir que la moitié de l'énergie est aussi utilisée par le cerveau. Et le cerveau ne dort jamais. Donc le cerveau, même quand vous dormez, il est actif. Et comme toute chose active, elle va avoir besoin d'un carburant. C'est quoi le carburant du glucose? C'est exclusivement, le carburant du cerveau, c'est exclusivement le glucose. Donc dans tous les cas, il va toujours y avoir besoin de glucose. Nous, on va voir comment, déjà on va passer, par exemple, d'une simple molécule je sais pas, ce matin, certains d'entre vous se sont levés, on fait un café, d'autres du lait, peu importe. Mais dans tous les cas, que vous ayez fait un café ou du lait, bah, dans le café, vous avez sûrement mis du sucre, donc vous avez mis du saccharose, et dans le lait, il y a du lactose. Dans tous les cas, quoi que vous ayez fait, vous allez sûrement avoir besoin de hydrolyser. Donc nous, on va voir comment on va l'hydrolyser, ces molécules-là, donc pour les transformer en monosaccharides, parce qu'on avait dit que uniquement les monosaccharides étaient, euh, étaient absorbés au niveau de l'intestin. On va voir comment ils sont absorbés au niveau de l'intestin et ensuite comment ils vont être répartis dans le sang. C'est-à-dire qu'ils vont partir dans le sang et comment ils vont être répartis, par quoi est-ce qu'ils vont passer, où est-ce qu'ils vont rentrer, où est-ce qu'ils vont aller, comment ils vont rentrer et surtout, comment ça va être utilisé. C'est-à-dire comment on va utiliser ce sucre-là, ces glucides-là dans le corps à notre avantage. Donc, rôle énergétique majeur, 40 à 55% de nos apports énergétiques. Ils sont stockés sur forme de glycogène sur les animaux et d'amidon chez les végétaux. Parmi les glucides, le glucose constitue la référence. Ok. Le rôle est indispensable. Le glucose est aussi le seul substrat qui permet de fournir l'énergie en anaérobie. C'est-à-dire que anaérobie, ça veut dire lorsqu'il y a une absence d'oxygène, lorsque vous n'avez pas assez d'oxygène dans les muscles, c'est le glucose qui va être le seul substrat des muscles. Par exemple, vous êtes sous l'eau en apnée ou vous êtes en train de faire une course, un sprint plutôt, et vos utilisations de glucose
vos utilisations vos besoins énergétiques sont beaucoup plus élevés que vos apports en dioxygène. Donc, il va falloir trouver une autre voie alternative pour apporter de l'énergie sans l'oxygène. Parce que vous avez vu que la respiration cellulaire, euh, enfin la glycolyse, elle est aérobie. Elle utilise de l'oxygène. Enfin, vous allez voir au second semestre, enfin, en deuxième année de médecine, c'est plus compliqué que ça, mais bon, on retient ça. Le glucose donc, est indispensable à certaines cellules comme les hématies. Les hématies, c'est les globules rouges, ok, donc les cellules du sang, où elles vont avoir besoin de ce glucose pour maintenir leur équilibre et la stabilité de leur membrane cellulaire. Donc, tout ça pour vous dire que le glucose, en fait, il est très important et de manière générale, les glucides sont très importants dans le corps pour réguler le corps. Voilà, on va en avoir besoin dans presque tout ce qu'on fait. Donc, c'est important d'en avoir, mais aussi c'est important de bien en avoir et de pas trop en avoir aussi. Donc, si on a trop de glucose, on a un diabète. Le diabète, ça peut tuer. Donc, il faut faire attention, trouver le juste équilibre. Les glucides sont apportés dans l'alimentation sous trois formes, c'est logique, soit le polysaccharide, donc avec l'amidon, dans le riz, etc. Le disaccharide, comme le lactose, retrouvé dans le lait, et les monosaccharides, avec le fructose, retrouvé dans les fruits. Digestion des glucides. Donc, comment on va digérer les glucides? Donc, la digestion, c'est quoi? La digestion, par définition, ça va être le fait de passer d'une grosse molécule à une petite molécule. Donc, c'est ça la définition de la définition de la digestion, c'est l'hydrolyse d'un macronutriment en unité élémentaire. Donc, je vais passer par exemple d'un amidon qui contient plusieurs milliers de molécules de glucose reliées entre elles par des liaisons alpha 1,4 avec des ramifications alpha 1,6 à des milliers de simples molécules de glucose, donc toutes individuelles entre elles qui ne sont plus reliées. Donc ça, c'est la digestion. La digestion, où est-ce qu'elle se fait? Elle commence dans la salive. Donc dans la salive, vous avez déjà des enzymes qui vont hydrolyser l'amidon. On appelle ça des amylases salivaires. Ensuite, elle va continuer au niveau de l'intestin pour les amidons qui n'ont pas été cassés parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'enzymes dans votre salive. Et donc là, vous allez avoir l'amylase pancréatique. C'est pareil pour tous les autres classes de molécules, donc protéines, lipides, etc. C'est pas très important pour l'instant d'apprendre où est-ce que se situent les enzymes. Vous allez revoir dans le cours de physiologie. Mais vous avez vu que on a des glandes salivaires dans le cours de digestif. Euh, Ces glandes salivaires, elles vont produire les enzymes, les amylases en l'occurrence, salivaires, et ça va nous servir à casser tout ça. Pareil pour le maltose, vous allez avoir la maltase qui va être produite. Bon, tout ça pour vous dire que on va avoir besoin d'enzymes pour passer de ça, de plusieurs molécules, donc de polysaccharides ou de oligosaccharides du moins, à des monosaccharides. Pourquoi? Parce que, regardez la phrase en rouge, les glucides sont exclusivement absorbés sous forme de monosaccharides. Il n'y a pas d'absorption en di ou trisaccharides, sauf les nouveau-nés dans les premiers 24 heures, mais ça, on s'en fout. Euh, les entérocytes, bon, les entérocytes, vous savez peut-être pas ce que c'est. Entéro, ça fait référence à l'intestin, de son étymologie. Donc, entérocytes et cytes, c'est les cellules. Donc, les entérocytes, c'est les cellules de l'intestin. C'est les cellules qui vont absorber les nutriments. En cas de déficit enzymatique, pour la dégradation des glucides, la dégradation ne sera pas complète et donc dans certaines saccharides ne seront pas transformés, vont ensemble. Absorption des glucides. Ça, c'est peut-être important, un petit peu plus important. Donc, regardez, la phrase, elle se répète énormément, mais tout ça pour vous dire que ça tombe beaucoup, ok? L'absorption des glucides ne se fait uniquement sous forme de monosaccharides. Il n'y a pas d'absorption sous une autre forme. Donc, c'est l'unique forme à apprendre. Donc, il va falloir forcément passer d'un polysaccharide à un monosaccharide. Après, on peut absorber tous les monosaccharides. Donc, on peut absorber le glucose, le galactose, le fructose, pas uniquement le glucose. Mais le glucose reste la plus importante. Les monosaccharides sont les seuls à pouvoir traverser la barrière intestinale. Les monosaccharides obtenus par hydrolyse, donc les monosaccharides ne sont pas hydrolysables. Je vous rappelle la phrase du cours. Par contre, les osides sont hydrolysables. Donc les oses ne sont pas hydrolysables, les osides le sont. Donc attention à ce petit piège qui tombe beaucoup. Or, la membrane étant une couche lipidique imperméable, ces molécules polaires, donc des protéines de transport appelées transporteurs spécifiques du glucose, sont nécessaires à l'absorption. Euh, Ça, je vais vous faire une petite explication dessus en deux. Donc, vous, vous êtes, enfin, vous avez sûrement mangé du glucose
ce matin ou peu importe. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, merde. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Ça va descendre au niveau de l'estomac. Bon, je ne respecte pas les valeurs parce que je ne peux pas, la feuille n'est pas assez grande. Mais en gros, ça va descendre au niveau de l'estomac. Ensuite, ça va aller dans le duodénum et le jejunum. Je vous rappelle le cours de digestif. OK? Donc, euh, là, vous avez le jejunum. C'est là où où va être absorbée la majorité de l'alimentation au niveau du jejunum. Qu'est-ce qui se passe? Si je zoome ici, par exemple, si je zoome ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir. Ah, mais c'est chiant, il n'y a pas de place. Je vais voir que la paroi, elle est formée du coup, elle est comme ça. Elle est formée. Si je zoome, je vais voir que c'est formé de cellules qui sont très condensées entre elles, très reliées entre elles, qu'on va appeler les entérocytes. Donc, entérocytes, c'est les molécules de l'intestin. Donc ici, c'est ça que je vais avoir. Je vais avoir des molécules qui vont être très reliées entre elles. Voilà, comme ça. Avec leur noyau, mais bon, là, je ne vais pas les faire. Là, si vous voulez, je peux les faire, mais voilà. Là, vous avez les noyaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans l'estomac votre sucre digestif qui est produit, dans la salive pareil, votre sucre digestif qui est produit, et dans ce sucre va être contenu des enzymes qui vont casser les euh, molécules de glucides pour les transformer en monosaccharides. Donc là, par exemple, vous avez votre pancréas ici. Le pancréas qui va, par le biais du canal de Wirsung, au niveau de la papille duodénale majeure dans le deuxième duodénum, déverser les enzymes, les amylases pancréatiques. Et donc, lorsque on va arriver à cette étape, ben, on aura déjà passé tout ça. Et donc, si on a déjà passé tout ça, c'est qu'on a rencontré, enfin, presque toutes les molécules de glucides, de polysaccharides ont été hydrolysées. Si il y a des petites molécules qui sont restées, il faut savoir qu'au niveau du sucre intestinal, il va y avoir encore des peptidases, enfin non, pardonnez-moi, des petites molécules qui vont encore, enfin des petites enzymes qui vont encore servir pour hydrolyser, mais bon, c'est pas très important. Nous, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est là, il faut s'imaginer qu'on est arrivé à l'étape où la digestion est finie. La digestion, par définition, c'est le fait de casser les grosses molécules en petites molécules. Donc, à cette étape, la digestion est finie. Maintenant, on laisse place à l'absorption. Comment elle se fait l'absorption? Vous allez avoir vos petites boulettes là, de glucose qui vont être formées. Elles vont rentrer dans l'entérocyte et elles vont ressortir de l'autre côté. OK? On s'en fout comment elles rentrent ou comment elles sortent. Il faut juste imaginer qu'elles. Enfin, on va le voir après, mais il faut s'imaginer que nous, c'est ça le truc, le souci. Enfin, l'objectif, c'est que ça traverse la cellule intestinale et ensuite, juste derrière la cellule intestinale, il faut savoir qu'il y a des vaisseaux sanguins et donc ça va rentrer dans les vaisseaux sanguins et ensuite ça va aller dans tout le corps. OK? Donc ça va augmenter votre glycémie. C'est pour ça que la glycémie augmente lorsque vous mangez. Qu'est-ce qui se passe? La question, c'est de savoir comment la molécule rentre, comment elle sort. Parce que là, une fois que le glucose va rentrer, c'est quoi le but? C'est que ce glucose qui soit là-dedans aille dans les organes qui ont besoin de ce glucose. Donc, par exemple, que ça aille dans le cerveau. Donc, dans le cerveau, il va falloir que ça fasse ça. Donc, ça sorte et ensuite, ça rentre dans les neurones. OK? Il faut que ça aille aussi dans les cellules du rein. Il faut que ça aille aussi dans les muscles. OK? Et dans chaque cellule, il y a, vous avez vu, une membrane cytoplasmique, enfin, une membrane plasmique. La membrane plasmique, comme vous l'avez vu, elle est formée d'une bicouche lipidique qui, pour chaque couche, va contenir une tête polaire et une queue apolaire. En revanche, enfin, cependant, la queue est beaucoup plus grande que la tête. Donc, si c'est beaucoup plus grand, il va y avoir une tendance à la polarité de la membrane. La membrane est beaucoup plus apolaire que polaire. Donc, on peut considérer la membrane plasmique comme étant lipophile, apolaire. Et si c'est le cas, le glucose, comme on a dit, c'était polaire, donc c'était hydrophile, il va avoir beaucoup de mal à rentrer. Donc, il ne peut pas rentrer dans les cellules et sortir comme il veut. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir avoir l'aide d'un canal. Donc, ce canal-là, comme on l'appelle le GLUT. Donc, les canaux GLUT, c'est des canaux qui vont aider
à l'entrée du glucose. Donc, en fait, ils vont former un espèce de trou comme ça dans la membrane où le glucose va pouvoir rentrer. Donc, il rentre là et il ressort là. OK? Et cela se fait sans énergie. Donc, par définition, les glutes, c'est des canaux qui aident au transport du glucose sans énergie. Donc là, je vous l'ai fait dans un sens, mais il faut s'imaginer que ça peut aussi aller dans l'autre sens, en fonction du gradient. Ok. Parce que du coup, s'il n'y a pas besoin d'énergie, c'est le gradient qui va apporter la différence de concentration. En revanche, par exemple, dans le rein, il va y avoir euh, bon, c'est pas très important pour l'instant, mais enfin, c'est pas important comment ça se fait, mais il faut s'imaginer que dans le rein, parfois, euh, il va falloir réabsorber du glucose dans l'urine. Enfin, imaginez-vous là que vous soyez en train de courir énormément. Enfin, je sais pas si vous savez, mais le glucose, lorsqu'il est en excès, lorsque vous buvez trop de glucose, par exemple, les personnes diabétiques, elles vont avoir une glycosurie, donc du glucose dans l'urine. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez besoin de glucose pour X ou Y raison, vous faites un marathon en ce moment-là ou quoi, et que vos stocks de glucose dans le foie et dans les muscles ne sont pas énormes, le rein va commencer à réabsorber le glucose qu'il avait excrété de base. Donc avant que vous commenciez à courir, il faut s'imaginer que les reins, c'était bon, ce glucose, il ne va jamais nous servir, donc on va le jeter. Or, il s'avère que quelques minutes plus tard, vous en avez besoin de ce glucose. Donc, il faut faire quoi? Il faut recycler. Il faut aller rechercher le glucose que vous avez jeté à la poubelle. Et donc, les reins, il va falloir qu'ils réabsorbent ce glucose-là. Mais vu qu'il y a une différence de potentiel, une différence de concentration qui fait que c'est beaucoup trop demandeur en énergie, il va y avoir des canaux qui vont être ATP dépendants, qui vont utiliser de l'ATP, donc de l'énergie, pour réabsorber ce glucose-là. Et donc, cette fois-ci, ça va être non pas des canaux, mais des pompes qui vont réabsorber le glucose. Et donc là, on va appeler ça des SGLT. Donc SGLT, il faut s'imaginer que c'est des acronymes qui sont à prendre. Et donc là, il va y avoir une réabsorption. Je vous dis pas ça pour vous faire chier. Tout ça, c'est dans le cours, hein. Donc, si jamais, voilà. Je regarde juste la personne dans la salle d'attente. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'instant? Non? Vous n'avez pas de questions parce que vous avez tout compris ou parce que vous avez honte de poser des questions? Si vous n'avez pas de questions, on continue. Le cours, le cours a bugué. C'est possible, ça. Bon, je vais essayer de réouvrir le cours parce qu'il a bugué.
Voilà. Donc désolé, ça, le cours avait bugué, donc j'ai dû le reprendre. Donc nous, on s'est arrêté à l'absorption des glucides, donc tout ça, on l'a fait. Maintenant, on va voir comment est-ce que l'absorption va se faire. Donc, l'assimilation, vous l'avez vu. Vous avez vu que les transporteurs vont être de deux types, donc soit les GLUT, soit les SGLT. Maintenant, il faut comprendre que les GLUT et les SGLT, il y en a de plusieurs types. Donc, GLUT et SGLT. Donc, qui me rappelle, s'il vous plaît, déjà, ce que c'est quelle est la différence entre les GLUT et les SGLT, s'il vous plaît? Déjà, qu'est-ce que c'est et c'est quoi la différence? Allez-y, trompez-vous au moins, vous saurez après ça ce que c'est. Et c'est pas grave si ce que vous dites est faux. Donc, essayez au moins. C'est quoi la différence entre les GLUT et les SGLT? Et c'est quoi, à quoi ils servent? Vous m'entendez déjà ou pas? On entend. Ok, ok. Bah, il y en a pas un qui est bouillant là pour me dire. Mais la deuxième partie, on l'a eu quand? Parce que moi, j'ai que la première. La première, vous l'avez pas. Parce que du coup, enfin, enfin, la deuxième, c'était pas, on devait pas la faire en cours, normalement, de base. On devait la faire aujourd'hui. Mais si vous voulez, après, je peux vous l'envoyer dans le groupe. Donc, enfin, parce que moi, j'y suis pas, donc je l'envoie à Dan. Et Dan, il vous l'envoie dans le groupe. Je vous envoie le cours en entier. Donc, comme ça, moi, vous l'avez. Et du coup, c'est quoi la différence entre les GUT et les SGLT? Je crois qu'il y en a un qui transporte, genre c'est passif et l'autre c'est plus actif. Exactement, c'est ça. Donc, les GLUT, ils vont transporter le glucose de manière passive, parce que ça va dans le sens du gradient, et les SGLT, ils le transportent de manière active, donc en utilisant de l'ATP, de l'énergie, c'est tout. Donc, les SGLT, il y en a de deux types, les SGLT1 et les SGLT2. Donc là, je pense que, je sais pas, ouais, voilà, il y a un tableau. Donc ça, c'est un tableau à apprendre. SGLT1, il n'y a pas de logique là derrière, il faut apprendre et voilà. Donc SGLT1, il est retrouvé au niveau des cellules de l'intestin et du rein. Il a une forte affinité pour le glucose et il transporte le glucose et le galactose. Le SGLT2, lui, il est présent uniquement au niveau du rein et il présente une affinité faible pour le glucose et il transporte le glucose en cas de réabsorption. Donc là, c'est à apprendre, ok. Il n'y a pas de logique, hein. Mais c'est à apprendre, ça tombe en anal. Et pareil pour les glutes. Donc là, il y a 5 glutes, il n'y en a pas deux, il y en a 5. Il faut apprendre où est-ce qu'ils sont, enfin, il faut apprendre toutes les lignes du tableau, quoi. Et un conseil, je vous conseille vraiment de le retenir, ce tableau-là. C'est un conseil, ça tombe tous les ans. Donc le piège, ce serait de vous dire que le GLUT 1 est retrouvé au niveau du cerveau principalement. C'est faux. Il est ubiquitaire, mais principalement dans les GR. Donc GLUT 1 au niveau des GR. Bon, je ne vais pas vous lire le tableau, il est devant vous. Euh, mais en gros, il faut bien le retenir. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est GLUT 4. Donc GLUT 4, c'est ce qui est retrouvé dans les muscles. Donc, enfin, muscles et tissus adipeux. En fait, euh, c'est les canaux qui vont s'ouvrir lorsque vous allez manger. Vous savez, lorsque vous mangez, vous avez un pic de glycémie et cette glycémie, ensuite, elle va baisser par la libération de l'insuline. Mais l'insuline, elle ne fait pas baisser le glucose magiquement. Enfin, ce n'est pas par magie. Elle le fait en ouvrant les GLUT4. Donc, les GLUT4, ils vont s'ouvrir et les muscles striés et le tissu adipeux vont capter le glucose. Donc, le tissu adipeux, c'est le pire ennemi pour certains d'entre vous parce que lorsque vous mangez trop de glucides et que les muscles sont saturés et que aussi le foie est saturé, parce que le foie aussi stocke. Donc en général, lorsque vous mangez quelque chose, il y a 3 sites de stockage du glucose, le foie, les muscles et le tissu adipeux. Le foie et les muscles, c'est on va dire des stockeurs limités. Ok, donc, ils ne vont pas stocker à l'infini. Donc, au bout de quelques centaines de grammes, ils vont arrêter de stocker du glucose et ils vont laisser le tissu adipeux stocker l'excédent de glucose. Or, le tissu adipeux, c'est presque un tissu qui stocke à l'infini parce qu'à chaque fois qu'une cellule adipeuse se remplit
de nutriments parce que le tissu adipeux, enfin, pour ceux qui ne savent pas, le tissu adipeux, c'est la graisse. Ok. Donc, le tissu adipeux, euh, à chaque fois une cellule va se remplir de molécules, bah, il y en a une autre qui va être produite. Il y a enfin, une nouvelle cellule qui va se produire pour stocker encore plus le reste, quoi. Donc, plus vous avez de nutriments, plus il va y avoir une production de cellules adipeuses et plus bah, vous allez être gros. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup manger. Les GLUT. Donc, glycémie élevée, GLUT va permettre l'entrée du glucose dans les cellules. En période de jeûne, la concentration intracellulaire dépasse celle du plasma. Le glucose est transporté. Je ne sais pas si vous êtes à jour pour les hormones. Lorsque vous avez un manque de glucose dans le sang, qu'est-ce qui va être libéré? Enfin, on va le faire à l'inverse. Lorsque vous avez trop de glucose, vous savez tous que c'est l'insuline qui est libérée. Lorsque vous avez un manque de glucose dans le sang, qu'est-ce qui est libéré? Pour ceux qui font ce PSVT. Personne là? Vous l'avez pas? Je vous donne un On indice. peut Qu'est-ce qui est répéter pro? la question, s'il vous plaît? Ouais. Quand vous avez besoin, quand vous avez trop de glucose dans le sang, c'est l'insuline qui est libérée pour faire baisser le glucose. Ça, je pense que, enfin, vous savez normalement. Maintenant, quand vous n'avez pas assez de glucose, par exemple, parce que vous jeûnez et que bah, vous mangez pas de glucose, le sucre est utilisé, donc il commence à baisser dans le sang. Qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est libéré dans le sang pour remonter le glucose? Quelle est l'hormone? Je vous parle d'une hormone là. C'est le glucagon, non? Exactement, le glucagon. Donc, le glucagon, c'est ce qui est libéré. C'est en gros l'enzyme inverse de l'insuline. Elle va avoir le rôle inverse. GLUT5, au niveau des entérocytes, on va retrouver GLUT5 qui permet l'entrée du fructose. Enfin, là, on vous parle enfin, juste du charabia, mais en gros, tout ça pour vous donner les localisations. Le sang, on retrouve uniquement euh, GLUT2. Et pour ce qui est de GLUT4, donc c'est celle qui est, comme je vous l'ai dit, sensible à l'insuline, et c'est elle qui va faire rentrer le glucose pour le stocker lorsqu'on mange. Donc, l'insuline en hypoglycémie stimule l'enrichissement membranaire en récepteurs. Donc, lorsque vous avez euh, de l'insuline qui est libérée, en gros, vous avez trop de sucre dans le sang, les GLUT à la surface de la membrane sont là. En revanche, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, par exemple, vous avez votre sang ici. OK? Vous avez vos glucoses. Là, vous avez vos cellules adipeuses. Il faut s'imaginer qu'il n'y a que un ou deux récepteurs. Donc, en fait, le glucose, il est stocké beaucoup trop lentement. Le sang, non, ça ne lui plaît pas, ça. Il va lui dire, écoute, il faut se dépêcher parce que j'ai trop de glucose dans le sang, il ne faut pas qu'il en ait autant. Parce que c'est dangereux d'avoir trop de glucose dans le sang. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Bah, cet excédent de glucose dans le sang, il va être capté par des antennes. Les antennes, en fait, c'est des cellules au niveau du pancréas qui vont mesurer constamment le glucose dans le sang et qui, si celui-ci dépasse une certaine valeur seuil, va libérer des hormones pour dépêcher ça. Comment est-ce que l'insuline va agir? Donc, il va libérer de l'insuline. Comment l'insuline va agir? L'insuline produite au niveau du pancréas, donc de manière endocrine, donc ça va aller dans le sang. Ok, donc ça va aller dans le sang, comme ça va traverser, ça va rentrer dans le sang, et ça va aller agir, ça va sortir du sang, et ça va aller agir sur les cellules. Il va dire, l'insuline va dire aux cellules, dépêchez-vous de produire des GLUT à votre surface. Donc, les cellules, elles vont recevoir l'ordre de l'insuline d'augmenter les GLUT à leur surface pour accélérer le processus de baisse, de diminution de glucose dans le sang. Donc, le glucose va être beaucoup plus absorbé parce qu'il y a beaucoup plus de ports d'entrée. Okay. Si vous avez une bouteille d'eau que vous trouvez, vous faites un petit trou, l'eau va mettre 1 heure à se vider. Si vous faites plein de petits trous, la bouteille va se vider en quelques secondes. Hmm.
Voilà. Donc ça, c'est ce qui avait été fait en 2 heures la dernière fois. Donc ils ont fait les 35 premières pages la dernière fois. Et enfin, le 19 septembre et le 20 septembre, ils ont fait les 30 pages restantes. Donc nous, aujourd'hui, on va essayer de continuer, mais enfin, on va pas trop enfin, on va pas non plus bâcler. Si vous avez des questions, jusqu'à maintenant, dites-le moi, comme ça je vous réponds. Et s'il n'y a pas de questions, ben, on continue et on va commencer la glycolyse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est quoi le truc avec les glutes? C'est les SGLT, ça? Comment? C'est J'ai pas quoi entendu. le truc avec les glutes? C'est les SGLT? Ouais, alors, les glutes, c'est ce qui est libéré en gros pour faire baisser le glucose d'habitude. OK? Donc, c'est ce qui est libéré en premier. Enfin, les glutes, pas libéré, mais en gros, ce qui est, ce qui est présent pour faire baisser. Par exemple, les GLUT4, c'est eux qui vont faire baisser la glycémie en faisant rentrer les glucoses. Les GLUT1, ça va être ceux qui vont être présents dans la surface de la membrane des GR. En gros, les GLUT, c'est tous les transporteurs, les canaux de glucose qui n'utilisent pas d'énergie, qui vont faire sortir ou entrer le glucose uniquement avec le gradient de concentration. C'est-à-dire que si le gradient il est plus élevé dans le sang, bah, ça va aller naturellement vers les cellules. Et quand c'est beaucoup trop présent au niveau des cellules, bah, ça va être dans le sang. Alors que SGLT, lui, ça va être un rôle euh, actif. Donc, il va utiliser de l'ATP, il va utiliser de l'énergie. Lui, SGLT, il va te dire, même si, je sais pas si je sais pas si ça vous parle ou pas, genre le gradient de concentration, mais en gros, vous allez revoir dans cette année de passe une grosse notion que vous allez revoir dans plein, plein, plein de cours. Donc, il faut la comprendre dès maintenant, c'est que lorsque vous avez un milieu. Enfin, lorsque vous avez, imaginez-moi un verre, ok? Vous avez un gros verre et entre les deux, vous mettez une barrière entre les deux. Qu'est-ce qui... Et les deux, ils sont remplis de la même quantité d'eau. Il y en a une à droite où vous allez remplir de sel. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le sel, il va se diluer. Donc, par exemple, ici, il va y avoir donc 10 grammes de sel par litre. Ici, il y en a zéro. J'enlève la barrière entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, naturellement, le sel va avoir tendance à se diluer dans tout le volume pour avoir une concentration égale. Donc, vous n'allez plus avoir 10 et 0, mais vous allez avoir 5 et 5 à la fin. Est-ce qu'on peut répéter aussi ce que c'est gag, s'il vous plaît? Ouais, je vais répéter. Donc, juste pour finir sur ça, sur cette petite explication, donc c'est ça, ça c'est le gradient de concentration. Donc, lorsque vous avez une différence de concentration, la nature va avoir tendance à égaliser cette différence de concentration. C'est pareil pour le glucose. Lorsque le glucose est beaucoup trop riche dans le sang, parce que vous avez trop mangé, et que les cellules, elles, sont pauvres en glucose, les glutes vont faire passer le glucose du sang vers les cellules. Lorsque, par exemple, vous êtes en jeûne, vous ne mangez pas, ça va être le contraire. Les cellules vont faire sortir du glucose parce qu'il y a beaucoup plus de glucose dans les cellules que dans le sang. Dans les SGLT, on s'en fout de ça. Dans les SGLT, c'est en gros, peu importe le gradient, je vais que dans un seul sens parce que j'utilise de l'énergie. Donc, même si ça va à contresens, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le rein, vous avez besoin parfois de réabsorber le glucose. Les SGLT, le rôle, il est beaucoup moins expliqué. Si vous voulez, on peut le faire, mais c'est pas très important qu'on détaille le rôle des SGLT. Mais en gros, il a juste un rôle actif pour X ou Y raison. Par exemple, au niveau de l'intestin, vous êtes d'accord avec moi que là, le, l'intestin, vous allez avoir là, si vous mangez un petit gramme de sucre, même si c'est un seul gramme, vous êtes d'accord avec moi que le gradient de concentration, il va aller du sang, enfin du corps, vers l'intestin. Parce que vous, dans le corps, par exemple, dans le sang, vous avez 5 grammes de sucre. Donc, vous avez 5 litres. Hors de chaque litre, il y a un gramme. Donc, au total, vous avez 5 grammes de glucose dans le sang. Donc, naturellement, ben, le sang devrait vider son glucose pour qu'il aille vers l'intestin. Mais ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ben, déjà, il y a des barrières. Mais surtout, même si vous mangez un seul gramme de sucre qui va dans l'intestin, ce gramme sera tout de même absorbé. Alors que je viens de vous dire que ça va dans le gradient de concentration pour les glutes. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que dans les intestins, c'est des SGLT qui vont être présents. Donc même si ça va contresens, ça va quand même être absorbé de cette manière-là, donc de l'intestin vers le sang. Et puis pour ce qui est des GAG, donc les GAG, c'est quoi? C'est des hétéropolysaccharides. Donc un hétéropolysaccharide, c'est des polysaccharides
donc des molécules qui vont contenir des monosaccharides, mais par milliers. Et pourquoi hétéro? Bah, parce que c'est des molécules qui vont être reliées à d'autres types de familles de molécules organiques, donc des protéines par exemple, des lipides. Les GAG, eux, parfois ils sont polysaccharides et des fois ils sont hétéros, mais la plupart des fois ils sont hétéros, c'est-à-dire que la plupart des fois ils sont reliés à des protéines. Donc, par exemple, je vais vous faire la molécule d'héparine. Donc, l'héparine, ça va être, qui me rappelle la formule, qui me rappelle le nom des deux constituants de l'héparine. Personne? Comment s'appelle la molécule d'héparine? Personne? Enfin, l'héparine, pardon, les GAG et l'acide hyaluronique. Je vous ai dit l'héparine, mais bon, c'est pareil. L'acide hyaluronique, c'était quoi les deux molécules qui composaient l'acide hyaluronique? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en gros, juste pour expliquer, la différence, c'est que, enfin, pour réexpliquer, c'est quoi? Les GAG, c'est par définition une molécule d'acide glucuronique qui va être reliée avec un osamine. Donc, acide glucuronique, c'est une molécule qui, ici, va avoir un COOH, ok? C'est un acide hyaluronique. Et avec là, le OH qui est en bêta, qui va être relié à une autre molécule de dose amine. Donc, tout à l'heure, c'était le N-acétyl bêta glucosamine. Et ça va être en 4. Donc, par exemple, ici, vous avez votre truc. Avec ici le N-acétyl CO, là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une liaison qui va se faire entre le bêta 1 et le bêta 3. Bon, là, je vous ai mis le bêta, enfin, j'aurais dû vous mettre le bêta 4. Euh, bon, je vais vous le mettre, hein. Mais en gros, dans les gars, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une liaison entre le OH numéro 3. Donc ici, c'est le 3. OK? Là, c'est le 1. Donc là, c'est le 1, 2, 3, 4, etc. Là, c'est pareil, 1, 2. Donc, il va y avoir une liaison entre ces deux-là pour former, du coup, votre molécule de galactosamine. Donc, vous allez avoir ça. Ça, c'est le motif élémentaire des gags. Donc, un bêta 1,3. Parce que là, pourquoi bêta? Parce que là, c'est un bêta, le OH, il est en haut. Donc, c'est un bêta 1,3. Et ensuite, ce bêta 1,3, il va aller se relier avec d'autres molécules par des bêta 1,4. Donc, ici, le 1 qui va aller se relier avec le 4 de la molécule d'après. Ce motif va se répéter 50 000 fois. OK? Pour ce qui est, donc ça c'est pour ce qui est de l'acide hyaluronique. Donc 50 000 fois, ce motif qui est répété. Le motif, il est relié entre eux par des bêta 1,3 et entre les motifs, ça va être des bêta 1,4. Donc là, si je dessine la molécule à côté, vous allez avoir ici la molécule qui va aller sur le 4. Et donc ça va faire ça. Et ça va former un bêta 1,4. Et là, pareil, ensuite à côté, vous allez encore avoir un bêta 1,3 et le motif qui va se relier avec un bêta 1,4 à la molécule d'à côté. Et l'enzyme qui va venir casser, ça va être la hyaluronidase. Hyaluronidase, c'est la molécule qui va casser ces motifs, ok, et qui va laisser que des motifs élémentaires de bêta 1,3. L'acide hyaluronique, c'est du coup le gag le plus simple. Par définition, les gags, c'est des molécules qui sont linéaires, elles ne sont pas ramifiées. Et c'est des molécules qui vont être très riches en glucose, pardon, en charge négative. Pourquoi? Parce que là, ici, là, le COH, en milieu, enfin, dans le sang, par exemple, ou dans le corps en général, va faire partir le H pour question de stabilité, avec une question de différence d'acide-base. Et donc, imagine-toi que tu aies ce COH, CO au moins 50 000 fois, ben, la molécule à la fin va être très négative. Et donc, si elle est très négative, elle va beaucoup attirer les delta plus des H2O, et donc elle va beaucoup capter la molécule d'eau. Et puis même, ne serait-ce que dans sa structure, c'est une molécule qui est très grosse. Donc il faut s'imaginer que là, la molécule, elle va piéger le H2O là. OK? Donc les molécules d'eau, elles vont être très riches à l'intérieur des gags. Et donc si j'injecte les gags dans la peau de quelqu'un, bah, je vais hydrater sa peau.
Et en l'occurrence, c'est l'acide hyaluronique qui est injecté. C'est bon pour ça ou pas, pour les gags? Oui, C'est bon ou merci pas? beaucoup. Ok, ok. De rien. Donc, la glycolyse, maintenant, ça, c'est une partie qui est enfin, qui est due par cœur, quoi. Euh, c'est en gros la glycolyse, c'est le fait de passer du molécule de glucose, je la lyse pour former deux ATP, de l'ATP. Deux ATP, mais du coup de l'ATP. Euh, c'est en gros ce qui va être utilisé dans les muscles lorsqu'on va avoir besoin d'énergie. Comment on passe du glucose à l'énergie? L'énergie, elle va nous servir à plein de choses dans le corps, pour le métabolisme, pour la respiration cellulaire. Bon, euh, sans ATP, on ne vit pas. Donc, la question de savoir comment on passe du glucose à l'ATP. Pour ça, il va y avoir la glycolyse qui est formée de 10 étapes. Donc, c'est 10 étapes à apprendre, et pour chaque étape, il va falloir savoir quelle est la molécule qui est formée, par quelle enzyme, etc. Donc, ces 10 étapes à apprendre, c'est pas une partie de plaisir, on va dire. Et c'est en général ce qui est le plus chiant pour les étudiants, pour ce cours-là. Donc, c'est ça qui est chiant dans ce cours, c'est ces 10 étapes-là. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, en vrai, vous pouvez vite l'apprendre en faisant des QCM, en le revoyant, c'est pas très compliqué, mais là, c'est une partie beaucoup plus chiante où on est vraiment très scolaire et il faut apprendre. C'est une voie qui est cytosolique, donc elle se fait uniquement dans le cytosol, elle est universelle, elle se fait dans toutes les cellules. Euh, c'est une dizaine d'étapes, avec la première étape qui est la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate par deux types d'enzymes, l'hexokinase ou la glucokinase. La deuxième étape consiste voilà, c'est pas ça. Ok, donc là, en fait, on vous dit juste que la glycolyse, c'est trois grandes étapes, mais c'est juste pour vous schématiser. Où en fait, on passe du glucose au fructose 1,6-biphosphate, ensuite on le clive et ensuite on les convertit. Mais là, on va voir comment ça se fait. Donc, première étape, comme je viens de vous le dire, c'est la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. Donc, au niveau du sixième carbone du glucose, je vais ajouter un phosphate. Donc, phosphate, c'est PO4 2-. Du coup, ça va être le glucose 6-phosphate. Les enzymes qui vont faire ça, c'est l'hexokinase ou la glycokinase en fonction de l'affinité. Donc là, je vais avoir besoin du molécule d'ATP. Donc là, c'est une partie importante à comprendre. En gros, la glycolyse va avoir besoin d'ATP pour se faire, ce qui est contre-intuitif parce que le but, c'est de produire de l'ATP. En revanche, l'utilisation d'ATP dans la glycolyse est inférieure à la production qui va être faite d'ATP. Donc si dans la glycolyse, en fait, je vais utiliser 2 ATP, mais je vais en produire 4. Donc à la fin, je vais avoir 2 ATP excédentaires et donc c'est pour ça qu'on dit que la glycolyse produit 2 ATP. Je vous rappelle une chose, c'est que la respiration cellulaire, c'est la production d'ATP dans le corps à partir de substrats. La respiration cellulaire comprend trois étapes. Elle va comprendre pardon, la glycolyse, elle va comprendre le cycle de Krebs, elle va comprendre la phosphorylation oxydative. Nous, dans ces cours de U1, on va voir les trois. Donc, le cycle de Krebs, c'est un cours qu'on va faire juste après celui de lipides. Donc, vous allez voir comment on produit, mais en gros, on a ces trois enchaînements de réactions qui vont produire de l'ATP. Donc, la glycolyse, c'est celle qui produit 2 ATP, le cycle de Krebs 12, et le reste, ça va être au niveau de la phosphorylation oxydative. Euh, donc, pour revenir à notre première étape, donc première étape, c'est l'exokinase qui est ubiquitaire et qui est enfin, qui a une spécificité large. Elle a une forte affinité pour le glucose, et la glucokinase qui est exclusivement hépatique, qui a une faible affinité pour le glucose. Ça, c'est pas important. La deuxième étape, c'est l'isomérisation du glucose. Donc, je vais passer du glucose au fructose. Donc, vous avez vu que le fructose, euh, c'était un monosaccharide. Il faut savoir que je peux passer du glucose au fructose par une molécule qu'on appelle une isomérase. Donc, une isomérase, c'est une molécule qui va isomériser. Donc, un isomère, c'est une molécule qui a la même formule brute par définition, mais pas le même enchaînement de liaison. Donc, je vais passer du glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate de manière réversible. C'est très important ça. Il faut savoir que du moment où je n'utilise pas d'énergie, ce n'est pas irréversible. Par exemple, tout à l'heure, étape 1, j'utilise de l'énergie. Donc, du moment où j'utilise un ATP, je ne peux pas revenir en arrière. C'est comme si vous déchirez une feuille. Si vous la froissez, vous pouvez la remettre sous forme plate en l'écrasant avec un livre ou quoi. Par contre, si vous déchirez une feuille,
elle ne va jamais revenir comme avant. Donc, il y a trois étapes dans la phosphorylation, dans la glycolyse, qui sont irréversibles. Lesquelles? Ça va être l'étape 1, l'étape 7 et l'étape 10. Tandis que les autres vont être des étapes qui vont être réversibles, c'est-à-dire que l'action va pouvoir se refaire dans le sens inverse. Vous avez vu ce que c'était que normalement, vous avez vu ce que c'était la réversibilité normalement avec la constante d'équilibre en physique-chimie, normalement pour ceux qui ont fait ça au lycée. Donc, deuxième étape, j'obtiens le fructose 6-phosphate par action de la phosphoexose isomérase. Troisième étape, vous allez avoir une réaction irréversible qui va comporter l'hydrolyse d'une molécule, enfin, je vais utiliser une molécule d'ATP, donc ça va être euh, une réaction qui va être irréversible, et je vais passer du fructose 6-phosphate et je vais encore le phosphoryler et le transformer en fructose 1,6-biphosphate. Donc, fructose 1,6-biphosphate, ça veut dire que c'est du fructose qui comporte du phosphate au niveau de la molécule enfin, de l'atome de carbone numéro 1 et l'atome de carbone numéro 6. La molécule qui fait ça, c'est la PFK1. C'est une molécule qui est très importante. La phosphofructokinase 1, c'est une molécule qu'on va bien redétailler après. C'est sur cette molécule, d'ailleurs, qu'on va pouvoir, enfin, entre autres, réguler la glycolyse. Phosphofructokinase. Ça veut dire que je vais ajouter du phosphate sur le phosphofructose. Parce qu'à la base, c'est déjà du phosphofructose, donc du fructose 6-phosphate, et je vais encore le phosphoryler, donc c'est pour ça qu'on a mis le kinase à la fin. Donc, phosphofructokinase 1. Pourquoi 1? Parce que il va y avoir une deuxième molécule qu'on appelle la phosphofructokinase 2, enfin, c'est la même rôle, sauf qu'elle va être utilisée pour un rôle différent. On va voir la prochaine fois peut-être c'est quoi la différence entre les deux. C'est une enzyme qui est allostérique. L'allostérie, ça vous parle? Non? Oui, Non, oui, oui. non, non. Et du coup, c'est quoi? Pour ceux qui savent? Ouais, c'est l'action à distance sur une zone particulière. C'est ça. Alors, en gros, l'allostérie, c'est c'est lorsqu'une protéine qui est formée de plusieurs sous-unités, parce que vous avez vu que une protéine, ça peut être formé de plusieurs chaînes polypeptidiques. Donc, lorsque plusieurs chaînes polypeptidiques vont être formées, lorsque je vais modifier une seule partie de la chaîne, je ne sais pas moi, tout en haut de la protéine, celle-ci va avoir une répercussion au niveau d'une zone beaucoup plus lointaine. Donc en fait, ça fait une espèce d'effet domino, si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'allostérie. Donc c'est comme lorsque l'exemple qui était utilisé, c'était la clé, la serrure. Donc lorsque vous rentrez une clé dans une serrure, vous rentrez la clé à un point A. Par contre, la conséquence va faire bouger, de faire bouger le tout en un point B. Donc c'est ça l'allostérie aussi ici. Donc la PFK1, c'est une enzyme allostérique. Ça veut dire que par allostérie, si je vais ajouter une molécule sur cette enzyme très grande, je vais pouvoir la faire bouger et modifier son activité en un point B. Et du coup, étape 3 est l'obtention du fructose 1,6-biphosphate. Donc, le conseil que je peux vous donner pour les plus fous d'entre vous qui voudraient apprendre ce cycle dès maintenant, et à juste titre, c'est là uniquement, pour l'instant, si vous voulez vraiment aller chill, c'est apprendre uniquement ce qui se fait par quelle enzyme. Et voilà. Donc, par exemple, étape 1, bah, la seule chose à apprendre, ce serait glucose 6-phosphate par la hexokinase ou la glucokinase. Ensuite, étape 2, c'est l'obtention du fructose 6-phosphate par la phosphoisomérase. L'étape 3, c'est l'obtention du fructose 1,6-biphosphate par la phosphofructokinase 1. Et donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà un énorme début. Il faut savoir que ça, le jour du concours, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, ce cycle, alors que c'est un cours qu'ils ont vu plusieurs fois. Donc, tâchez de trouver votre moyen pour l'apprendre. Je ne vais pas vous attarder plus sur ce cours. On va reprendre ça une prochaine fois. On va essayer de finir ça, ce cours, une prochaine fois. Et on va essayer de finir ce cycle immonde. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et si jamais vous avez des questions, soit vous pouvez me les poser maintenant, soit une prochaine fois ou comme vous voulez. Donc, bon courage à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir, bon Au week-end. revoir. Merci, merci.
Le cycle, il faut apprendre les mécanismes ou juste les 10 grandes étapes, le nom des 10 grandes étapes. Ouais, non, non, il faut vraiment. Enfin, en anal, ce qui tombe, c'est le tout. C'est-à-dire qu'on peut te demander juste même pas comment se fait une étape, c'est un détail d'une étape sur l'affinité ou quoi. Par exemple, on Ok, va te demander est-ce que l'exokinase est très affine pour le glucose. ok. Et toi, tu l'avais retenu comment, toutes les étapes? J'avais fait un palais. Ah, un palais mental? Ouais, donc ça Ok, m'a servi et puis j'avais tout retenu avec. Pour te donner un conseil, moi j'avais surtout fait un palais, ensuite le reste, les détails, je les apprends par les QCM. Donc ok, c'est ça qu'il faut faire. En général, même pour le cycle de Krebs, c'est ça qu'il faut faire pour tout. ok. Et j'avais une autre question sur la mutarotation Mhm, des cétones, enfin des cétoses. mhm. C'est quoi la forme qui est privilégiée? C'est la alpha ou la bêta? Puisque je crois que enfin, quand je l'avais refait, il précisait pas. Alors, ouais, pour les MCTOS, ils ne précisent pas. La mutarotation et les anomères, c'est que pour les aldoses. Ouais. Mais, et surtout, bah, ils disent pas enfin, ils ne disent pas qu'il y a du pyranose qui est formé, uniquement du furanose. Oui. Euh, ouais, il y a pas, les cétoses, il faut juste apprendre que c'est du furanose, mais il n'y a pas d'anomère à apprendre. En tout cas, oui, il y a bien du alpha ou du bêta qui peut se former, mais en termes de stabilité, on n'en précise pas. Et puis même, de toute Ok. façon, il n'y aura pas de pêche comme ça. Déjà, Ok, ça marche. la mutation en elle-même elle ne tombe pas trop, donc alors imagine s'il y avait ça qui devait tomber. Et les diapos du prof là qui sont dans le poly, elles sont à apprendre celles-là aussi. Non, 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 c'est juste elles sont là pour faire beau, mais ce qui est vraiment à apprendre, c'est ce que. Aujourd'hui, je vous ai fait un cours où vraiment, je vous disais ce qui tombait et ce qui tombe pas, parce que c'est un cours qui est très long, donc il faut sélectionner les infos, j'ai envie de te dire. Donc, ce qui Ouais. tombe, c'est vraiment ce que j'ai dit. Ok, bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Bonne Ben, journée. merci. Et bah, le reste, bah, je vous souhaite une bonne journée et J'ai un une bon week-end. question. Ouais, vas-y, dis-moi. Juste les aldoses, je comprends Ouais. pas fonction hémiacétalique. La fonction hémiacétale, c'est juste une fonction chimique qui va se former lorsqu'on va avoir la formation euh, d'une molécule de glucides sous sous forme cyclique. C'est tout. En fait, la fonction hémiacétale, c'est juste une fonction qui va apparaître. Ok. C'est comme si je te disais, lorsque je transforme de l'acide carboxylique avec de l'eau, je vais avoir de l'ester. Ok. Mais il n'y a pas d'importance En fait, c'est juste une anecdote. Ok. Il n'y a pas d'importance de cette fonction-là. Ok, Tu vois? d'accord. Et j'ai une autre question. Ouais, dis-moi. Juste, les cétoses, elles ont un pouvoir rotatoire, mais les aldoses, c'est pas précisé. Est-ce qu'elles ont un pouvoir rotatoire ou pas? Ouais, ouais, elles ont pas tort, parce que du coup, les ados ont dit que ça peut se transformer en pyranose ou en pyranose. Donc, du moment où ça peut se cycliser, la cyclisation va de soi avec la mutarotation. Ok, et ça veut dire quoi acétylé? Dans les dérivés aminés, ils disaient acétylé, ça veut dire Alors, quoi? ah ouais, ça, on l'avait vu la dernière fois. Ok, Acétylé, en gros, un acyle, c'est un RCO. Attends, je vais te montrer. ok. Donc, un acyle, c'est lorsque tu ajoutes une molécule comme ça à quelque chose. Donc, par exemple, acétylé, là, je te mets le glucose. OK? Donc, Hmm. l'acétylation du glucose, c'est glucose avec un acyle, pardon, acyle. Alors que acétylé, c'est lorsque le R, c'est en fait un acétyl, c'est un acyle particulier. Un acétyl, c'est un acyle qui a en alkyle une seule molécule, un seul atome de carbone. Donc, un acétyl, c'est un CH3 ici, alors qu'un acide, c'est juste un R. Ok, donc acétylé, c'est quand je rajoute une fonction Ça, acétyl, c'est ça. méthyle, par exemple. C'est ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. De rien. C'est Bonne bon journée. ou ciao. Ok. Bah, si c'est bon, je vais Juste, arrêter alors le juste, partage et voilà. Mustapha, Ouais. juste, est-ce que tu as des QCM sur ce cours ou pas? Moi, j'ai pas de QCM, mais Dan, il en a. Si vous voulez, enfin, si je peux même Ok, dire, si tu veux, envoie ça, dans le merci. groupe, ça vous en fait. Et juste, Mustapha, est-ce que tu as une vidéo sur la méthodologie pour refaire des cartes entiers? Parce que je sais que tu travailles avec ça. Ben, moi, j'avais fait un cours dessus en août et le cours est disponible sur YouTube, tu sais, sur la chaîne YouTube de la Ah ouais, prépa. mais ça dure 3 heures, non, la vidéo?
Ouais, mais genre, ouais, c'est du codeur, mais tu vas juste dans la partie où j'explique. Ok, ok. Genre la partie où le programme et tout, enfin, je t'en fous, c'est pas pour l'instant, mais tu prends juste la partie où j'explique comment je fais. Ça va, merci. De rien. Ah, merci, bonne journée, Moustapha. Merci, toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce que d'autres questions ou c'est bon pour vous? Moi, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Bah, de rien. Bonne journée, alors, et ciao, ciao.